Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, dans le cadre d'une émission du médiateur, nous allons parler d'un grand homme, d'un monsieur qui n'est plus là, qui est décédé il y a quelques années, de monsieur Aït Ahmed, Hussein Aït Ahmed, un leader, un révolutionnaire algérien. Et nous allons parler de son récit, son histoire, son vécu et tout ce qu'il a fait de bien, en tout cas pour l'humanité, pour les droits de l'homme en Algérie et d'ailleurs aussi en Afrique et en Europe. Et pour justement participer avec nous et débattre autour de l'hommage de ce grand monsieur, j'ai avec moi Belkacem Amarouche, qui est ex-député au parlementaire du parti FFS algérien, qui est militant des droits de l'homme. Je lui laisserai l'honneur tout à l'heure et l'initiative de nous donner plus d'indications sur son CV et tout ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui. Et puis alors, nous avons aussi avec nous Manal Mselmi, qui est aussi une féministe, qui anime l'émission d'écoféminisme et qui est militante aussi des droits des femmes et des droits de l'homme d'une manière générale. Voilà, donc mes invités, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Amarouche, Belkacem, donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire en plus de vous? D'abord, soit نزدينا ممان الدهذور سيني غازول في اللون يمدانن لافريقيا اسكوسا مكاز باسكو فوالا اسكوسا اجديد اسكوسا امينوث يناير يديبذان ان شاء الله تيلي في الركزه لاكواد نوخيث إوا كان تيلي ثلليا ذي زرفان ومدان أني ذمن لا et بالخصوص ذي الجزائر ذي المروك ذي تونس. Donc voilà, je remercie tout d'abord l'antenne et la télévision, toute l'équipe, donc Al Mouatin, qui convient pour ma part convenablement à l'esprit et à la pensée, à l'engagement de l'homme à qui nous rendons hommage en primo, qui est Hussein Aït Ahmed. Donc Al Mouatin, cette citoyenneté, ce citoyen éveillé. Donc voilà, je suis là évidemment d'abord comme un citoyen engagé pour les questions de la citoyenneté et des droits de l'homme. Je suis là évidemment, je ne peux pas m'échapper en ma qualité d'ex-parlementaire du Front des Forces Socialistes durant la législature 2012-2017 en Europe et en Amérique. Et évidemment, comme un des anciens militants du FFS et qui continue toujours à militer et essayer de tout ce qu'on peut faire pour revivifier le message qui nous a légué à nous tous, donc non seulement aux militantes et aux militants, mais aussi à tous les citoyens, et pas nécessairement d'Algérie, parce que Aït Ahmed est un homme internationaliste. Oui. J'ai dit. Azul Fillak, c'est Amarouche. Azul, salam alaikum. Madame Selmi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore sur votre CV ou votre présentation par rapport à ce que vous avez dit précédemment? Donc, je pense que les téléspectateurs me connaissent à travers la chronique écoféminisme. Donc, je suis une militante des droits de l'homme, l'égalité hommes-femmes et l'écoféminisme aussi, la planète. Donc, je m'occupe aussi de tout ce qui est changement climatique. Et après la révolution arabe, tout ce qui s'est passé dans le monde et particulièrement la Tunisie, parce que je suis aussi tunisienne, donc tout ce qui est droits d'homme, droits internationaux et particulièrement les droits hommes-femmes, ça m'intéresse et je suis quelqu'un qui défend les droits de l'homme, peu importe les origines, les religions et les appartenances politiques ou ethniques. Voilà. Merci Madame Selmi. La première question à Monsieur Amarouche, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce grand monsieur, Monsieur Allah Yarhamou, Monsieur Aït Ahmed, ou Hussein Aït Ahmed?
Ben voilà, le nom de Hussein Aït Ahmed, il est gravé dans les mémoires de toutes les générations. D'ailleurs, je rends hommage en même temps, par la même occasion, à des militants. Aujourd'hui, nous commémorons aussi leur décès, et qui était très proche Aït Ahmed d'Ahmed Mejbar, qui était un de ses protocoles donc rapprochés de Bouira, donc de la région du centre d'Algérie. Nous rendons hommage à des chanteurs qui ont été exilés d'Algérie, dans Slimane Azm, et à plein d'autres, dont même aussi dernièrement nous avons perdu l'épouse de la veuve du feu Karim Belkacem, un des signataires des accords d'Évian. Donc Hussein Aït Ahmed est gravé dans la mémoire collective, donc des Algériens et des Algériennes, des Nord-Africains, donc du Maghreb, donc Maroc, Algérie, mais aussi de l'Afrique et du monde, du moment qu'il était très actif comme un socialiste pour un monde juste. Donc cet homme, c'est une pensée, c'est une action, mais c'est de l'éveil, et c'est un pédagogue. Donc personnellement, je l'ai connu à travers plusieurs reprises. D'abord à travers l'histoire de ma famille, donc qui était engagée dans le parti qu'il a fondé lui-même, le Front des Forces Socialistes, depuis 1963. Donc il y avait des gens de ma famille qui ont été engagés depuis longtemps avec lui. Mais moi, je l'ai connu à travers d'abord les récits de mon père, Allah yarhamou. D'ailleurs, je parle de mon père qui est décédé à la même semaine. Qui était aussi militant. Oui. Elle est décédée à la même semaine que la mort de Sil Hussein. Et la dernière phrase, d'ailleurs, c'est la dernière lettre écrite que mon père a écrit. Elle était destinée à Hussein Aït Ahmed, et la phrase qu'il m'a dit quand il a entendu l'information, c'est la même semaine. Il est décédé le 30 décembre, mon père, et Aït Ahmed est décédé le 24. Donc alors la phrase qu'il m'a dit, mon père, il m'a dit Allah yarhamhum, tous les deux, qal, une page qui tourne dans le monde. C'est le Hussein, c'est ça, c'est-à-dire nous aussi. Moi, je suis natif des années 70, donc les années 70 pour les francophones français. Donc voilà, il est là, il est présent. Et ce qui est frappant chez Sil Hussein, en tout cas, moi j'ai vécu des moments très durs en Algérie, meurtris. Alors des fois il faisait, moi j'étais au siège national du FFS, et il nous appelait au téléphone pour demander nos nouvelles, comment vous allez. Donc il demande les nouvelles des simples ouvriers, les nouvelles même d'un militant même inconnu. C'est-à-dire alors dans ses livres, on voyait ça même dans ses livres, dans les bas de page par exemple, il mettait en valeur les militants de la mouvance nationale, donc contre le colonialisme français. Il les mettait en valeur dans les bas de page. Vous allez voir, il raconte pas mal de petites choses, et dans ces rencontres, donc il peut vous faire des pages, des livres, des bibliothèques entières sur X, Y, Z, que ce soit les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, même les Européens, qu'on connaît pas à travers les moyens médiatiques. Et lui, il donnait de l'importance, donc ce qu'on appelle à l'humain. Mais il était comment, un leadership, disons, démocratique, autocratique, lispère, il était comment? Aït Ahmed, c'est aussi un homme qui est, on va dire, donc il était très engagé pour l'humain, parce que déjà, il a été nourri par une spiritualité d'éveil. C'est un descendant d'une des grandes confréries soufis du Maghreb, qui est la Rahmaniya. Et son grand-père, par exemple, c'est un lieu de pèlerinage. Donc c'était un sage. Cheikh Mouhamadou Hussein, c'est une référence donc dans la poésie, une référence dans la sagesse, une référence dans la pédagogie et l'éducation. Et d'ailleurs, donc il a été nourri. Donc il est enterré dans ce lieu, dans ce petit village. Sil Hussein, donc il a revivifié, même à travers sa mort, il a revivifié tout l'héritage culturel et cultuel du Maghreb, et spécifiquement de l'Algérie, plus particulièrement de la Kabylie. Et il a commencé ses actions de militant justement dans les scouts, où il était dès l'âge de 16 ans, il était déjà engagé. Alors c'était le stratège de la révolution, c'est-à-dire avant qu'on arrive au déclenchement de la révolution algérienne le 1er novembre, il faut pas oublier que Sil Hussein était un engagé de l'un des premiers partis politiques, si ce n'est pas le premier,
mouvement nationaliste nord-africain, l'étoile nord-africaine, qui a revendiqué l'indépendance de l'Algérie. Donc lui, il a même, alors ce qui est fort en lui, c'est une personne qui n'aime pas l'injustice. C'est-à-dire, il dit les choses vraies parce qu'il est attaché aux valeurs. Alors, par exemple, avec Messali El Hadj, qui a fondé l'étoile nord-africaine, donc avec les Tunisiens, les Marocains et les Algériens, pour revendiquer l'indépendance des trois pays face au colonialisme français, Aït Ahmed était parmi les gens, donc parmi tant d'autres, qui ont revendiqué plus de libre expression à l'intérieur même de l'organisation dans laquelle il faisait partie. Et une de ses phrases très connues quand il est devenu, après l'indépendance, donc quand il était même ministre, oui. Vice-premier ministre, oui. Donc de la première équipe de l'Algérie indépendante, il a quitté les bancs, il a quitté les bancs de la constituante et du gouvernement dont il faisait partie, et il a dit un homme politique pose ses conditions. Donc, dans cette sphère, Aït Ahmed, il ne badine pas avec les valeurs. Donc, et la première valeur, c'est l'humain. Partout, là où il est. Donc, la cause palestinienne, il a défendu. Le Maghreb, il était fort attaché à un Maghreb démocratique. Donc, il a lié, par exemple, la question de Tamazight. Oui, donc, la question de liberté linguistique sont liées à la démocratie. La question de l'identité, donc algérienne, est liée à la démocratie. Donc, par conséquent, un réel état de droit, séparation des pouvoirs, égalité entre hommes et femmes dans le droit. Donc, toutes ces questions, donc il les a abordées. Alors, il y a trois piliers qui lui tenaient toujours à cœur, en tout cas de mon propre vécu. C'était la jeunesse, les femmes et l'immigration. Donc la communauté, les communautés donc des trois pays, surtout nord-africains, donc à l'étranger, ils tenaient à ça, que c'est des piliers pour qu'il y aurait de l'éveil, une citoyenneté active et engagée pour une réelle démocratie, non seulement en Algérie, hein, c'est-à-dire oui. Surtout dans le Maghreb, mais dans le monde, qu'il y aurait un monde juste. Est-ce que c'est vrai que Aït Ahmed a commencé justement à partir de l'âge de 22-23 ans par des chants patriotiques amazirs, justement, avant même embrasser sa carrière politique quelques années plus tard? Aït Ahmed, vous savez, c'est un communicant, donc il communique selon les niveaux de conscience, selon les lieux dans lesquels, tu sais, je vais vous raconter juste des choses de mon propre vécu. Oui. Comment, par exemple, ma grand-mère me disait vous celui qui maîtrise les 7 langues. Oui. Donc c'était la personne référence dans l'Algérie des années 60, 70, jusqu'au même aux années 80, c'était l'homme politique qui maîtrisait le plus de langues. Et, voilà. Donc, alors on disait ça parce que c'est quelqu'un qui communique selon l'oreille. Donc, par conséquent, pour que le message arrive, il le transmet à tous les niveaux de conscience. Et les lectures, par conséquent, les lectures varient. On peut lire par exemple son message qui est adressé donc au moment où il y avait un travail dans le parti. Donc il adressait un message aux militants, mais chaque militant peut le lire à son niveau, à son degré. Et même c'est un message qui est destiné même au public, indirectement. Et le public l'écoute parce qu'il y a du subtil et de la poésie même. À tous les niveaux, c'est-à-dire on peut le lire à tous les niveaux, il est bien respecté même par ce qu'on appelle ses ennemis, mais il était un féroce défenseur de la démocratie face à des régimes autoritaires. Je reviens sur ces détails qui sont très importants justement dans l'histoire de Aït Ahmed, et on va parler un peu aussi de son incarcération, etc. Tous ces points-là sont très importants aujourd'hui parce qu'on veut parler de ce grand monsieur et de le faire connaître, et surtout pour nos enfants qui ne le connaissent pas. Manal Mselmi, qu'est-ce qui vous intéresse
par rapport à ce monsieur, à ce grand homme? Oui, je pense que ce qui m'intéresse, c'est sa lutte pour l'égalité, la justice et surtout l'égalité homme-femme, comme monsieur vient de le préciser. C'est le fait de mener une lutte qui concerne une catégorie de la société. Donc, on sait bien qu'au Maghreb, l'égalité homme-femme, c'était vraiment l'une des chevaux de bataille de plusieurs militants féministes. Et par exemple, en Tunisie, on a Bourguiba, et je pense que Aït Ahmed a la même ligne de direction que Bourguiba. Donc c'était mener l'égalité homme-femme. Et je pense l'une des militantes fort connues en Algérie, c'est Wassila Tamzali. Et apparemment, elle était dans le même parti que Aït Ahmed. Elle était une de ses conseillères. Oui, voilà. Et c'est une militante très active qui réclame donc l'égalité homme-femme. Et elle se battait contre la polygamie en Algérie. C'est une femme qui défend les libertés. En disant ma liberté est difficile, elle m'a isolée. Donc c'est un combat pour une femme libre et qui était aussi soutenu par Aït Ahmed. Donc c'est important d'avoir des hommes dans un parti politique qui soutiennent les femmes. Et il ne faut pas oublier que c'était les années 70 ou 70, comme vous dites. Et ce sont des années assez difficiles pour l'Algérie et surtout la lutte contre l'intégrisme religieux et le terrorisme. Et donc l'égalité homme-femme, c'était un combat qui était mené en fonction du courant politique et religieux. Et donc l'un des militants qui soutenait cette égalité, c'était Aït Ahmed. Et bien sûr, avoir une femme comme conseillère, qui est militante féministe, ça montre sa volonté de mener ce combat à côté des femmes. Oui. Madame, Monsieur, nous allons entamer une pause de 5 minutes et on va revenir justement pour débattre encore et discuter de Monsieur Aït Ahmed, rahimahullah. Merci. Bonsoir Madame, Monsieur. Nous avons le plaisir en tout cas d'accueillir Ahmed Laouch, qui est député et chef du groupe socialiste à la Chambre, qui nous rejoint pour participer à ce débat sur l'hommage fait à Aït Ahmed ce soir avec mes deux autres invités, Manal Mselmi et Amarash Belqasem. Ahmed Laouch, merci d'avoir accepté notre invitation et de venir participer à ce débat pour rendre hommage à Monsieur Aït Ahmed. Bonsoir à vous, merci pour l'invitation, bonsoir à vos auditeurs. Oui, j'ai accepté cette invitation parce que Aït Ahmed a fait partie de mon édification personnelle. Évidemment, c'est une figure historique dont le destin est lié à celui de l'Algérie, un destin dont on a certainement pu vous dire à quel point il a été parsemé de difficultés tout au long de sa vie, mais en même temps un exemple de ténacité, un exemple de constance dans les engagements politiques qui étaient les siens. Et puis, au-delà de cela, c'est aussi quelqu'un qui, alors que j'étais jeune adulte et finalement encore aux études, dont la figure m'a fortement impressionné lorsque l'Algérie a connu de graves difficultés, lorsqu'elle était confrontée notamment aux agissements de certains groupuscules, GIA, etc., et où il apparaissait comme étant une figure politique de référence, qui venait avec un projet alternatif pour l'Algérie, et en particulier avec une vision sur ce que devait être une Algérie moderne, démocratique, où le débat avait sa place. Je me souviendrai de ses discours très impressionnants, précisément sur les droits de l'homme, mais aussi les droits de la femme, sur la défense, avec une grande intelligence aussi de la culture amazigh dont il procédait. Tout ça faisait de lui quelqu'un qui m'impressionnait, sans compter bien sûr, et là ça me touche moi comme socialiste, ses engagements de gauche. Il développait une vision du monde en général, mais aussi une vision du Maghreb et de l'Algérie en particulier, empreinte des valeurs de gauche, de progrès social, de solidarité, de respect des droits humains. Tout ça fait que cette personnalité m'a vraiment toujours impressionné et a toujours été pour moi
un des éléments dans la constellation politique, un des éléments de référence. Je dois aussi rappeler que Hossein Aït Ahmed intervenait en termes d'analyse sur la géopolitique du Moyen-Orient à l'occasion des différentes guerres qui ont notamment secoué l'Irak. On se souviendra d'ailleurs à cette occasion à quel point le fait pour lui d'être polyglotte lui permettait d'avoir un accès à des médias internationaux et donc d'avoir une compréhension de ce qui pouvait se dire à la fois dans la sphère anglo-américaine mais aussi dans la sphère arabe, et donc c'était donc un interlocuteur de choix que pour pouvoir amener des éléments d'appréciation sur la situation. Et donc c'est là où je me rendais compte qu'on avait avec cette personnalité un homme qui aurait pu être un homme d'État. Autrement dit, si l'histoire avait été différente, c'est certainement quelqu'un qui aurait pu jouer un rôle très important. Il a joué un rôle important, mais plus important encore au niveau de l'exécutif d'un gouvernement algérien qui aurait pu être fondé sur des bases évidemment démocratiques. On se souviendra qu'il a claqué la porte à un certain moment, refusant ce qu'il considérait comme étant une mascarade électorale lors d'une élection. Il n'était pas le seul d'ailleurs à le faire, mais il a eu ce courage à un certain moment, à la veille quasiment des élections, si je ne m'abuse. Il s'est retiré. Il s'est retiré. Alors qu'il avait battu campagne à travers l'ensemble du pays, et il avait de ce point de vue du reste une popularité qui dépassait de loin sa région d'origine. Donc voilà, pour moi c'est tout ça. Aït Ahmed, une grande figure politique du Maghreb, un intellectuel aussi, et je me dis que finalement il aura apporté au Maghreb, même si il n'a pas pu concrétiser son projet politique, son rêve politique. Je pense que ses idées resteront. Je pense le temps viendra où il sera reconnu à sa juste valeur. Il est reconnu évidemment dans les milieux progressistes. Bien entendu que certains qui sont plus conservateurs et qui s'accrochent à une certaine forme de pouvoir voient en lui quelque part l'archétype de l'opposition. Mais je ne doute pas que l'histoire lui rendra justice. Et d'ailleurs c'est pour ça que je salue vraiment, je dirais, cette commémoration, parce que la mémoire c'est quelque chose qui doit évidemment se cultiver. Oui. Monsieur Amarouche, comment une personne comme Aït Ahmed, qui a justement fait beaucoup de choses pour les droits de l'homme, qui a de la capacité justement intellectuelle et qui est un homme aussi de terrain, qui a fait beaucoup de choses, a finalement été à un moment donné condamné, peut-être incarcéré et même traité de séparatiste, justement après de la création du mouvement ou du parti FFS. Comment ça s'est passé, cette histoire? D'abord, merci à notre camarade, à mon camarade, Ahmed Awed. Je suis très heureux d'être entre, disons, des citoyens qui sont attachés à ces valeurs pour lesquelles Aït Ahmed s'est vraiment acharné. Donc, qui est cette citoyenneté d'éveil, c'est cet esprit d'internationaliste, c'est-à-dire qui est pour les libertés, pour des États de justice. Donc justement, Aït Ahmed, qui était on va dire, dans notre mémoire collective algérienne en tout cas, on l'appelle un des historiques, bien qu'il n'aime pas ce mot, parce que pour lui, le vrai homme historique, c'est ce peuple, c'est le peuple qui s'est engagé. Donc voilà, les 9 historiques qui ont déclenché cette révolution. Aït Ahmed a été condamné à mort par le pouvoir algérien dans les premières années donc de l'indépendance de l'Algérie. Alors Aït Ahmed a été poussé à l'exil. À l'exil. Donc Aït Ahmed aussi, voilà, mais par cette force d'une citoyenneté éveillée et engagée et communicante et liée avec toutes ces forces, il a pu rester vivant dans la mémoire collective du peuple. Même si physiquement, peut-être on le voit, c'est pas tout le monde qui le voyait, mais il est resté en contact. Et à chaque fois, justement, il y a cet appel pour l'Algérie, il est présent. Donc, il tenait à une Algérie unifiée,
mais en respectant toute la pluralité dont elle dispose. Il a quand même vécu, il était attaché à un Maghreb démocratique. C'était un homme qui était présent dans toutes les rencontres des partis socialistes et de gauche de l'Afrique du Nord. Et il stimulait ses concitoyens, donc ses confrères marocains, tunisiens à être unis, parce qu'il était aussi quelqu'un qui était derrière, on va dire la stratégie menée par les pays d'Afrique du Nord dans le premier congrès de Bandung. Donc, il a même incité ses collègues marocains et tunisiens à louer, par exemple, un local ensemble pour faire le lobbying pour le premier congrès de Bandung, donc des pays non alignés. Il était aussi avant-gardiste, et notre camarade l'a rappelé, pour beaucoup de questions d'actualité internationale d'aujourd'hui, la question irakienne, la question palestinienne, la question de l'Afrique, dont on ne parle pas. Alors, un de ses premiers livres, c'est l'afrofascisme. Donc là où il a averti que la dictature, donc quand on a des dictatures, la pauvreté va s'agrandir, la paix elle sera inexistante, par conséquent il y aura une dislocation des États. Donc ça c'était la thèse doctorale qu'il a soutenue. Donc c'était quelqu'un qui était pour les valeurs, c'est-à-dire voilà, et même à l'intérieur, on va dire, comme je vous ai dit, moi je l'ai connu aussi par des petites rencontres et tout, quand il venait dans ma ville natale en tout cas, s'intéressait pas aux grandes figures emblématiques. Il va s'intéresser par exemple à l'ouvrier, comment il fait, qu'est-ce qu'il fait, ses conditions de travail. Il va aller voir une femme de ménage, est-ce que vraiment elle a toutes les commodités nécessaires pour faire ça. C'était quelqu'un qui éveillait à tout. Et même voilà, la question de l'éco-développement, l'éco-socialisme, il était un avant-gardiste pour ses idées, et il était un des vice-présidents de l'Internationale socialiste. Donc il faut pas l'oublier, c'est-à-dire un partenaire essentiel de toute la gauche, non seulement donc africaine, mais aussi européenne et autres. Donc c'était ça, il a dépassé quelque part le cadre de partisans, mais le cadre de son pays, à un degré où quand il y avait ces funérailles, les premiers qui sont arrivés donc au siège national du Front des Forces Socialistes, c'était nos frères et sœurs de partis de gauche tunisiens et marocains. C'était les premiers qui sont arrivés. Donc c'est pour vous voyez que la grandeur de cet homme. Et chez nous, en tout cas, dans notre culture algérienne, je me rappelais bien, on l'appelait le Mandela de l'Afrique du Nord. Parce que il est tellement voilà, il est tellement engagé et actif en fait. Et c'est ça. Donc c'était aussi un homme humble. Je vous raconte une histoire que j'ai vécue moi-même comme étudiant quand j'étais à Liège. Alors bon, on était des gens, on n'avait pas la bourse et tout. Bon, une fois on a décidé de prendre un peu d'air avec un groupe d'étudiants pour partir en Suisse. Donc en se baladant, on le voyait comme ça. Il était un homme simple pour nous. Il nous voyait, il nous a reconnus par la voix qu'on était des Algériens et tout. Il nous a invités à un café et il nous a posé des questions sur nos études. Et vers la fin, il a dit, écoutez, s'il y a quelque chose, vous avez besoin de ça ou de ça, voilà telle adresse, voilà telle organisation, voilà telle association. Il nous a éveillés à ça. C'est-à-dire à être dans l'action. Et pas seulement dans la théorie. Mais être au service de la communauté. Comment cet homme en fait qui a toutes ses qualités, etc., a finalement à la fin, donc il s'est échappé de la prison pour partir au exil, etc. Et terminer sa vie quand même en dehors de son pays, donc exclu justement de cette participation active dans son pays. Comment lui a vécu ça? Non, il était, comme il a souligné notre confrère, c'est-à-dire quelque part, Aït Ahmed, quand on lui a même proposé la présidence, c'est même pas être chef de gouvernement, même la présidence on lui a proposé, il a dit, et mes valeurs, qu'est-ce que j'en fais avec mes valeurs? Donc, une présidence dans un État autoritaire, il ne va pas l'accepter. Mais une présidence avec des règles démocratiques, d'ailleurs, comme on vient de le souligner, il s'est même présenté pour les élections législatives, présidentielles en 99, donc pour les francophones français 99, et il s'est retiré à la veille des élections avec les 6 autres candidats.
parce qu'il n'y a pas toutes les conditions nécessaires pour un déroulement démocratique clair, net et honnête du suffrage universel que toutes les démocraties donc ont connu ou connaissent déjà. Donc voilà, c'est quelqu'un qui tenait à ça. Donc il peut perdre une élection, mais c'est-à-dire dans un processus démocratique, oui. Mais si c'est dans un processus autoritaire, il ne va pas l'accepter. Même si on lui a proposé la présidence avant Boudiaf d'ailleurs, il l'a refusé. Et après, donc, avec Boudiaf qui était au Maroc, qui était un de ses fidèles amis durant le parcours donc révolutionnaire anticolonialiste, c'était quelqu'un qui a aussi conseillé ses amis comme Boudiaf, comme ceci, de faire attention, et il tenait à la paix, surtout, à ne jamais faire des actions de violence. C'était un pédagogue pour la paix, un homme de paix. C'est-à-dire, quand on voit ses messages, quand on analyse ses messages, même si l'autoritarisme, il s'est ancré dans presque toutes les institutions, mais lui, donc face à cela, donc il proposait une vision alternative, mais en paix. Donc ça c'est ce qui caractérise Hussein Ait Ahmed. Donc c'est un homme de paix. Madame Selmi, vous êtes aussi une femme qui défend les valeurs de la paix, de l'égalité hommes-femmes, l'égalité des sexes, etc. Vous êtes très engagée. Qu'est-ce que ça vous fait, ou qu'est-ce que ça vous induit en fait le comportement, soit le militantisme d'Ait Ahmed, qui a aussi justement travaillé pour la femme, qui a aussi milité beaucoup pour les droits de la femme, etc. Vous, en tant que féministe. Je pense que cet homme peut être un exemple surtout pour les jeunes d'aujourd'hui, parce que comme monsieur vient de le signaler, c'est un homme de paix, donc il était tout le temps dans le dialogue, il n'a pas imposé ses valeurs, il a essayé de faire comprendre les choses d'une façon pacifique, il a milité pacifiquement. Non seulement ça, mais aussi on l'a appelé le père du printemps algérien. Donc en Tunisie, on a eu le printemps arabe qui était aussi avec une démarche très pacifique et avec un militantisme pour les droits de l'homme. Et je pense que Hussein Ait Ahmed s'inscrit dans la même optique, où il est engagé pour la paix et pour une Algérie ouverte, pour les traditions, pour une identité donc algérienne. C'est ça que j'aime bien, c'est que reconnaître qu'il y a une identité algérienne, c'est quelqu'un de nationaliste qui réclame l'identité, donc et qu'il est contre le fascisme africain, comme vous venez de dire, et c'est ça qu'il faudrait signaler, c'est que nous les jeunes ou les militants donc dans les mouvements de jeunesse, etc., on a besoin de cet exemple. On a besoin de voir des hommes de paix, des hommes qui sont engagés pour le vivre ensemble et pour une identité pluraliste en respectant l'autre. Donc on n'impose pas, on va pas avoir cette identité nationaliste en excluant l'autre. On a cette identité en respectant et en aimant l'autre. Et c'est ça qui est important dans le Maghreb, cette idée de respecter les autres cultures et d'avoir cette identité nationaliste maghrébine, que ce soit algérienne, tunisienne ou marocaine, et l'identité du Maghreb et de l'Afrique et arabe. Mais on a toutes ces identités dans une seule identité, il faut les réclamer. C'est ça qu'il faudrait faire. Justement, ce soir, donc, Manal Selmi, vous êtes belgo-tunisienne, monsieur Amarouche qui est belgo-algérien, et monsieur Ahmed Laouj qui est belgo-marocain. Et donc, nous avons ici les trois, disons, pays du Maghreb, pas le Grand Maghreb. Et Ahmed Laouj, comment vous voyez en fait le futur ou l'avenir en fait du Maghreb, justement, avec tout ce qui se passe actuellement, comme divergence, comme les conflits, justement, et que Ait Ahmed, lui, a passé sa vie justement à défendre cette vision d'un Maghreb uni. C'est un combat de longue haleine, hein. Ne tournons pas autour du pot. Il va falloir redoubler d'efforts, considérant la situation particulière de chaque pays, considérant la géopolitique globale du bassin méditerranéen, considérant aussi les réalités de chacun des pays.
Cela étant, nous n'avons pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut à un certain moment que du côté des pays du Maghreb, l'ensemble, chacun avec sa singularité, ils se rendent bien compte que des grands ensembles géopolitico-économiques sont en train aujourd'hui de renforcer leur intégration. Je pense évidemment à l'ensemble européen. L'Union européenne est évidemment un exemple. Je cite l'Union européenne parce que c'est le premier voisin du Maghreb, mais pensez également aux négociations, aux tractations qui ont toujours lieu pour le moment, d'ailleurs avec des difficultés, mais c'est certainement lié à la personnalité de Trump. Mais Trump, à un moment donné, passera la main. Mais le grand ensemble nord-américain, regardez aussi comment les pays d'Amérique du Sud renforcent leurs liens. Et puis vous avez le grand ensemble, évidemment, asiatique, avec la Chine de plus en plus puissante. Et puis vous avez évidemment la Russie avec sa zone d'influence. Donc face à ces grands ensembles, si du côté des pays du Maghreb, il n'y a pas à un moment donné des convergences de vues, des stratégies communes sur le plan du développement économique, du développement humain, du développement culturel, du plan de la recherche, du développement, du soutien à la recherche scientifique, du soutien à la recherche académique, autrement dit d'essayer de se rappeler que le bassin méditerranéen est d'abord un bassin de savoir et d'échange, eh bien il y aura progressivement une forme d'appauvrissement collectif. Donc c'est soit l'union pour prospérer, grandir tous ensemble, soit c'est la régression et je dirais au contraire malheureusement même d'être dans une situation où on subira davantage les événements qu'on en sera acteur. Donc c'est-à-dire que le destin du renforcement de la cohésion entre les pays du Maghreb, selon des modalités à déterminer, la structure à définir, ça n'est jamais qu'une modalité. Le degré d'intégration, de coopération, de collaboration, ce sont des modalités à déterminer. Mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ça doit faire partie aujourd'hui d'une approche commune. Et si on ne le fait pas, alors je pense en effet qu'il y a là, pour les peuples qui composent ces différents pays, un risque vraiment, non pas simplement de stagnation, mais peut-être aussi de régression. Le monde avance alors sans eux. Donc je crois qu'il y a dans chacun des pays une conscience de cela. Et du côté, en tout cas, des dynamiques populaires, des dynamiques intellectuelles, des dynamiques académiques, on voit que cet état d'esprit non seulement émerge ça depuis très longtemps, mais se renforce. Il faut évidemment que du côté des sphères politiques, eh bien, on puisse embrayer la dynamique et aller de l'avant. Donc je crois que, je fais partie, moi, de ces optimistes, tout en sachant que, évidemment, le chemin est parsemé d'embûches et qui tiennent à des logiques politiques, politiciennes, propres à chacun des pays. Inutile ici de faire l'inventaire des difficultés. Autre point, c'est de réfléchir au-delà du renforcement de la cohésion au niveau du Maghreb, au renforcement des relations avec l'Union européenne. Pas sur des bases de maître à élève, pas sur des bases inégalitaires, sur des bases égalitaires. Dans le respect, les pays du Maghreb ne sont pas le marchepied de l'Union européenne. Ça, l'Union européenne doit le comprendre, parce qu'elle le comprend de plus en plus. Donc un partenariat sur des bases égalitaires, ce qui offrira aussi à l'Union européenne l'avantage de pouvoir avoir une zone de développement plus importante. Et bien entendu aussi pour les pays du Maghreb de disposer avec l'Union européenne d'un partenaire privilégié sur le terrain économique, comme je le disais tout à l'heure, mais pas uniquement, aussi sur le terrain des savoirs, sur le terrain culturel, sur le terrain du développement humain. Donc moi, je vois ce grand ensemble de l'Union européenne et de l'Union du Maghreb pour précisément développer un axe central qui soit autour de la Méditerranée et finalement pour renouer avec l'histoire du bassin méditerranéen, parce que, à bien se rappeler l'histoire, c'est à travers le bassin méditerranéen que les échanges de savoir ont pu permettre à l'Union européenne, à l'Europe de l'époque, de se développer, d'être aujourd'hui finalement un des axes, des endroits majeurs à l'échelle planétaire où on cultive le savoir, le développement. Donc tout ça, me semble-t-il, est quelque chose d'essentiel et de vital. J'ai beaucoup apprécié le raisonnement sur le nationalisme, et au fond, Hossein Ahmed incarne bien cela. C'est-à-dire que c'est un nationalisme patriotique. C'est pas un nationalisme dirigé contre les autres, un nationalisme pour permettre à l'Algérie d'accéder à son indépendance. Et donc, autrement dit, sans être amené d'une manière ou d'une autre à être fermé
à l'autre d'abord à l'intérieur de l'Algérie, dans toutes ses composantes, dans toute sa variété, mais également aux autres, et en particulier aux voisins. Donc autrement dit, c'était pas un nationalisme d'opposition, un nationalisme d'ouverture. Et c'est vrai que je pense qu'il faut être très vigilant par rapport à cela, parce qu'on voit les nationalismes aujourd'hui se redévelopper, tout à fait, pas qu'au Maghreb, mais partout dans le monde, en particulier en Europe, et on voit que c'est un nationalisme d'une certaine facture, qui n'a strictement rien à voir avec le nationalisme patriotique, mais plutôt d'exclusion, de radicalisation, de repli sur soi. Et donc on est vraiment aux antipodes de ce qu'incarnait Hossein Ahmed dans ses combats. Oui. Hossein Ahmed, en fait, en tant que militant, justement, en tant que porteur du projet du Maghreb, etc., vous êtes aussi un militant des droits de l'homme. Quelle est votre vision par rapport à la situation du Maghreb actuellement et comment, comme vient de dire Ahmed Daouche, comment justement converger et travailler ensemble pour un avenir meilleur pour le Maghreb? D'abord, je m'associe à l'optimisme de mon camarade, c'est-à-dire je partage entièrement l'analyse qui est faite concernant les relations euro-maghrébines. C'est-à-dire il faut que, on va dire, injecter de la sagesse et de l'humain et aussi le respect dans la relation. Et ça, je pense, une fois qu'on a compris, on va dire, ces valeurs, on peut agir en conséquence d'une manière sereine et responsable. Et c'est un appel d'abord à mes confrères et consoeurs de toute la rive nord-africaine, spécifiquement les pays donc du Maghreb, mais aussi à mes confrères et consoeurs de l'Europe, c'est-à-dire d'agir pour le bien-être de ce qui nous unit, pas ce qui nous désunit. Est-ce que nous souhaitons un monde de demain où les Maghrébins et les Européens vont vivre en paix, ou bien nous souhaitons toujours les tensions, parce qu'il faut parler de cette communauté étrangère dont je vous ai dit, qu'Aït Ahmed tenait à donner de la place à la communauté des Maghrébins qui vivent dans les pays donc hors leur pays. Comment leur donner la place, donc non seulement d'activer dans les pays dans lesquels ils vivent, mais aussi dans les pays d'origine ou parce qu'ils sont porteurs d'une double nationalité ou autre. Donc voilà, ça c'est un travail de fond qui demande peut-être des ateliers d'action, pas seulement de réflexion. Oui. Donc alors, concernant votre question des droits de l'homme, oui, la situation des droits de l'homme n'est pas reluisante aujourd'hui dans le Maghreb, en tout cas pour ma part en Algérie spécifiquement. Donc il y a des grèves, il y a des enseignants qui n'ont pas été payés à temps, des enseignants qui travaillent toute une année pour être payés en fin d'année. Donc c'est des choses, je trouve qu'il y a, en tout cas par mon expérience de parlementaire, j'ai fait une petite comparaison par une visite du Parlement régional bruxellois, comment on permet à des concitoyens d'assister au débat des commissions et même des plénières, et comment chez nous un Parlement national, il est fermé sur ses propres concitoyens. Donc c'est des petites choses, oui, peut-être, mais ils ont, on va dire, l'effet de la goutte d'eau dans l'océan. Donc ça va faire des cercles qui vont agrandir cette action donc d'ouverture. Donc je tiens aussi à confirmer, Aït Ahmed c'était ce citoyen, cet homme politique engagé pour une culture d'ouverture, pas pour une culture d'être fermé sur soi. Oui, Manal Selmi. Donc les droits de l'homme, c'est justement comment concevoir les droits de l'homme avec une mise à jour aujourd'hui. C'est pas la question des droits de l'homme, c'est pas être contre, mais comment proposer des solutions, des alternatives, comment ouvrir, faire des solutions beaucoup plus, on va dire, où tout le monde est gagnant. Oui, Madame Selmi, est-ce que Tunisie, Algérie, Maroc, est-ce que vous êtes plus optimiste ou pessimiste par rapport à l'avenir du Maghreb, comme vient de dire les deux amis qui sont optimistes? Votre vision à vous? Non, je rejoins mes amis. Je pense que je suis optimiste
Je pense qu'il y a vraiment un potentiel et ce que monsieur vient de signaler, c'est que les Maghrébins hors Europe, ou ce qu'on appelle la diaspora, jouent un rôle très important parce qu'elle a une double culture et elle peut enrichir que ce soit les pays d'origine ou l'Europe en tant qu'expertise dans le domaine scientifique ou dans le domaine culturel ou dans la recherche. Donc c'est vraiment une force incontournable pour ce dialogue entre le Maghreb et l'Europe et je pense que l'histoire nous a toujours réunis. Donc il y a toujours une histoire entre le Maghreb et l'Europe, ce dialogue, cet échange et il y a tellement de programmes et pourquoi pas un Erasmus comme on a l'Erasmus européen, un Erasmus entre Maghreb et Europe et c'est ça qui va échanger et lier les deux peuples et je pense que nous en tant que diaspora on peut aboutir et contribuer à cet échange et je suis effectivement optimiste et on peut échanger aussi entre les différentes universités ou institutions, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Donc on a vraiment des richesses et des... Travailler ensemble pour la paix, pour un meilleur avenir. Il nous reste 3 minutes, je donne 1 minute à chacun pour dire un mot sur Aït Ahmed avant de conclure. Voilà, cultivons sa mémoire, parce qu'en cultivant sa mémoire, on cultive les valeurs qu'il a défendues, promues tout au long de sa vie. C'est le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre. Et finalement, rappelons-nous que quelque part, les faits passent, les idées, les valeurs restent. Merci. Cultivons l'espérance, cultivons cette convergence pour aller vers un monde meilleur et juste. Il faut toujours tenir à souligner les valeurs. Les valeurs sont vraiment essentielles. Donc, on a vu que ce personnage, Monsieur Aït Ahmed, n'a pas tenu à avoir le pouvoir. Le pouvoir, c'était pas important, mais ce sont les valeurs qui sont importantes. Et pour sa mémoire, on remercie cet homme d'avoir tenu la parole et d'avoir présenté un exemple d'homme de paix. Et donc, c'est ça qu'il faudrait retenir. Monsieur Ahmed Laouij, merci. Monsieur Amarouche, merci. Madame Silmé, merci. Madame, monsieur, c'est ici que se termine l'émission sur l'hommage de Monsieur Aït Ahmed et à la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis.